continue cette formation avec l'épisode 2, Computer Vision, les bases de la computerisation d'images. Qu'est-ce que c'est exactement avec le programme que nous étions établis depuis l'épisode 1. Parler de computerisation d'images, c'est parler de stockage, de couleurs et de filtres, basiquement. Ok. Donc, avant de commencer, avant de se jeter dans le pas, je vais vous raconter une petite anecdote. Il existait une ancienne civilisation qui utilisait des cailloux pour représenter des images, exactement comme vous pouvez voir dans ce slide. Donc là, vous avez par exemple une image qui a été faite par cette civilisation, voilà, et qui était faite en construisant plusieurs cailloux comme ça pour faire une image. Donc là, c'est juste une anecdote pour que vous gardiez cette histoire en tête, le temps que nous puissions défiler tout au long de cette vidéo. Ok, donc prenons un premier schéma. Disons que nous avons des pupilles ou des petits choux comme ça, et ce que nous voulons faire, c'est pouvoir les computériser, c'est-à-dire pouvoir avoir cette image, mais plutôt dans notre machine. Comment pensez-vous, comment l'ordinateur va pouvoir stocker cette image, ou comment va-t-on computériser cela pour que vous puissiez voir cette image dans votre PC? D'accord. Donc la solution, c'est du 1 et du 0. Je sais que vous savez cela. La solution, c'est du binaire. La solution, c'est du binaire, voilà. 1 et 0, 1 et 0. Donc déjà, il faut comprendre que la machine va stocker tout sous cette forme de 1 et 0. Maintenant, vous dites, comment est-ce qu'on va faire pour stocker ces 1 et 0? Comment on passe de l'image à ces 1 et 0? Évidemment, c'est pas très facile à la première approche. Voilà. Donc c'est pour ça que nous allons mieux expliquer en passant par ça. Donc ce que nous voulons faire, c'est avoir cette image en ça dans notre machine. Nous voulons computériser cette image. Donc, et la solution, c'est de travailler cette image pour avoir finalement du 1 et du 0, du binaire, du langage qui est compréhensible par la machine. Donc, changeons de contexte. Imaginons que nous avons cette tasse de thé et que nous voulons computériser, ok? Donc, ce qu'on ferait au premier abord, c'est essayer de diviser notre image en plusieurs carreaux, petits carreaux que vous voyez là, ces petits carreaux comme ça, déjà à former une sorte de matrice, n'est-ce pas? Donc, ces petits carreaux sont communément appelés pixels. Donc je sais que vous avez déjà entendu parler de ce mot, donc que ce soit sur vos écrans de télé ou n'importe quoi. Donc ces petits carreaux là, chaque petit carreau va représenter un pixel. Voilà, peu importe la taille du pixel ou ce qu'on va faire avec le pixel. Donc ici, ce qui nous concerne, c'est de savoir que nous allons diviser notre image en petits carreaux de pixels. Et si vous allez regarder, vous faites vos petites recherches, vous allez vous apercevoir que pixel, c'est tout simplement un mot anglais qui signifie picture et element. Donc un ensemble de picture element, chaque élément de pixel. Donc en fait, chaque photo pour un ordinateur est constituée de plusieurs éléments de la photo. Donc element of picture. Et c'est en fait ça qui forme ce qu'on appelle le pixel. Donc si on prend par exemple notre photo, vous pouvez voir on a 12 x 16 en termes de taille, en termes de width et de size. Donc ce qui nous fait 192 pixels, donc tout simplement une petite multiplication pour obtenir ces résultats. Voilà. Donc ce que la machine va faire, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer cela en code de 1 et 0, pour passer d'abord en code de 0, parce que vous avez vu, lorsqu'on a pu diviser notre image en matrice ou bien en sorte des différents pixels, la prochaine étape, c'est de pouvoir identifier chaque couleur de notre image. Okay? La machine va parcourir ce premier carreau et dit, ok, à l'intérieur du carreau, j'ai de la couleur blanche. Ok, et il va mettre un W qui signifie tout simplement white pour blanc. Donc il va représenter ce carreau avec du white.
Ensuite, il va passer à la deuxième couleur, qui va mettre white, encore blanc, la troisième couleur noir, donc black, etc. etc. C'est ainsi qu'il va le faire pour tous les pixels, tous les petits carreaux là, comme ça, tous ces petits carreaux, et ainsi de suite, jusqu'à terminer tout ce qui est dans l'image. Voilà. Donc ça fait que là nous sommes passés d'une image à pratiquement des couleurs, donc du white, blanc, noir, etc. Ok. Et là, ce blanc noir est tout simplement ce qu'on appelle un Unicode. Et l'Unicode tout simplement signifie que la machine connaît un ensemble de codes universels ou Unicode, qui signifie tout simplement que le white va correspondre par exemple à un chiffre, ok. Donc le white va correspondre par exemple à 57, le black va correspondre à tel chiffre, l'orange va correspondre à tel chiffre, le jaune va correspondre à un chiffre spécifique, le vert, etc. Donc tout cet ensemble de chiffres est appelé le Unicode, donc Universal Code, code universel qui est connu par toutes les machines en fait. Tout ce qui peut computariser une image. Voilà, donc avant de continuer avec notre petit exemple, nous allons revenir à ce que c'est que les couleurs, pour comprendre réellement ce que c'est que les couleurs. Donc comment on a fait pour arriver à l'Unicode. En réalité, chaque couleur est constituée d'un ensemble d'un triple de 3 couleurs en fait, donc le rouge, le vert et le bleu. Donc ça, je pense que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler Photoshop et tout. Donc vous avez du rouge, du vert et du bleu, et tout cela est à 255 près rempli. D'accord. Donc lorsque vous avez du 255, ça veut dire que vous avez du rouge vif. Donc et tous ces chiffres vont se balader entre 0 et 255. 255 sera la couleur unie et le 0 sera tout simplement le noir. Et vous voyez, on peut essayer de modifier ces différents paramètres pour obtenir différentes couleurs. Donc par exemple ici, si vous avez du 255, vous voyez que le cercle est pratiquement tout rouge. Et là vous avez par exemple une certaine valeur pour le vert. Et le vert, vous voyez que ça n'apparaît pas réellement. Ensuite vous avez quelque chose pour le bleu et qui est complètement noir. Donc à 0 c'est noir. Et c'est ce triplet là qui va nous donner par exemple ces 57 qu'on a par exemple là, white qui nous donne 57, donc blanc qui nous donne par exemple l'Unicode de 57. Donc c'est en fait 255 qui va donner ce 57 autant pour moi. Ok, donc et chaque couleur est représentée sur 8 bits, et à noter que 8 bits égale à 1 octet, donc 1 octet c'est 8 bits, donc en général 1 byte c'est encore octet, égale à 8 bits, donc du 1 vous avez 8 cases mémoire comme ça à gérer, donc du 1 0 0 ou bien 0 0 0 1 ou 1 1 peu importe. Donc et là vous pouvez avoir du 0 0 0, donc c'est 1 octet par couleur, donc 1 octet par couleur c'est 8 bits de représentation mémoire. Et voilà, et ce qui fait que si vous avez par exemple de 0 à 255, ça vous fait 256 densité de chaînes de couleurs, ou bien plusieurs différentes couleurs que vous pouvez mixer comme ça pour obtenir différentes couleurs. Donc vous pouvez essayer de mixer peut-être du rouge et du vert ou du bleu pour obtenir peut-être une couleur jaune ou bien orange ou bien je sais pas trop. Donc c'est cela, c'est 256 densité de couleurs que vous allez multiplier par 3, voilà, pour obtenir la couleur finale. Et cette couleur finale est convertie en ce nombre 57 qui est tout simplement l'Unicode qui a été défini de façon standardisée. Donc c'est un standard international. Voilà, donc de telle façon que si vous avez par exemple, vous prenez par exemple une couleur turquoise par exemple, vous pouvez voir à quoi ça correspond, 64, 224 et 208 qu'on va avoir en binaire comme cela. Voilà. Donc si
revenons à notre contexte. Là, on sait que voilà, notre tasse de thé, notre image doit être convertie d'abord en matrice, donc divisée en plusieurs matrices. Ensuite, chaque couleur va être identifiée et chaque couleur va subir un code standard. Voilà l'Unicode. Et ensuite, cet Unicode va être converti naturellement en binaire. Donc, grâce à une fonction, voilà, grâce à une fonction spécifique, donc une fonction qui permet de passer un chiffre et de convertir cela en binaire. Ok, ça c'est vraiment la base, conversion en binaire. Voilà. Donc, et là, vous allez voir, ça va faire pour le premier cas, ok, deuxième cas, etc. etc. Et il va faire comme ça pour toutes les valeurs possibles de notre image. Donc, comme je disais tantôt, ce 57 va être passé à une formule qui va retourner tout simplement en binaire le caractère correspondant ou bien le chiffre correspondant en binaire. Connaissez-vous ces nombres, connaissez-vous ce petit appareil? Ok, donc beaucoup de personnes vont connaître, beaucoup ne vont pas connaître. Donc là, il s'agit tout simplement d'un transistor, ok. Et le transistor, c'est vraiment la révolution de l'informatique et du stockage mémoire. Voyez-vous, le transistor, c'est tout simplement un petit élément nano ou bien atomique même d'ailleurs, qui va fonctionner comme un interrupteur. Donc on va pouvoir l'allumer et il va pouvoir prendre deux états, donc soit allumé soit éteint, donc 1 ou 0, et chaque bit que vous avez vu ici, chaque bit 1 0 va être stocké dans un transistor comme ceci. Donc chaque bit c'est un état en fait. Donc vous voyez tous nos bits que nous avons obtenus là, nous allons pouvoir les stocker dans un transistor. Ok, chaque état de notre bit va être stocké dans un transistor. Donc si c'est 1 par exemple, il est en position 1, notre transistor sera en position, disons, allumée. Et si c'est 0, notre transistor sera en position éteint. Donc là, nous avons notre transistor et il mesure 4 atomes, ok, c'est vraiment petit, c'est l'échelle nano en fait. Donc 4 atomes, c'est réellement petit. Donc pour vous montrer à quel point cela est petit, donc imaginez que nous pouvons mettre 1500 transistors sur un bout de cheveux. Donc on peut planter 1500 transistors sur un bout de chevelure en fait. Donc tout simplement pour vous montrer à quel point le transistor est extrêmement petit. Donc voilà, ça veut dire que dans le processeur nous avons par exemple une taille de 2 x 2 pouces. Donc on peut imaginer combien de transistors peuvent y être stockés. Donc spécifiquement pour ce Intel Xeon, nous avons 4 milliards de transistors. Ok, 4 milliards de transistors, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, ça veut dire que si on a une image par exemple qui fait 400 kilos, ok, donc ça veut dire en binaire, comme nous avons converti tout à l'heure, 400 kilos, ça veut dire qu'on aura besoin de stocker 400 kilos, c'est-à-dire qu'on aura besoin de 400 000 transistors, donc 400 000 transistors exactement pour 400 kilos pour une image. Donc ça fait tellement à stocker, mais avec une vitesse aussi rapide que le son. Donc on n'imagine même pas comment se les stocker parce que les machines aujourd'hui sont tellement plus rapides. Donc on a l'impression que rien ne se passe en fait. Donc toutes ces images qui ont été converties en binaire, donc comme conclusion, ces images sont traduites en binaire. Donc moi je me pose la question de savoir est-ce que aussi les musiques sont converties en binaire, est-ce que les films sont convertis en binaire, est-ce que Gmail est converti en binaire avant de pouvoir les stocker dans la machine. Ok, vous allez me dire oui, justement parce que tout ce qui est sur votre PC, tout ce qui doit fonctionner dans votre machine doit être converti en un ensemble de 1 et 0. Donc exactement comme pour l'image, c'est pas différent. Donc le principe reste le même pour la computerisation, le stockage d'images. Voilà. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est un ensemble de fonctions ou filtres
au filtre. Donc c'est quand même quelque chose que vous avez l'habitude de manipuler avec Photoshop ou n'importe quoi si vous avez déjà utilisé un éditeur d'image. Voilà, donc au départ nous avons une image avec du RGB, Ring Green Blue. Donc là on va essayer d'appliquer différentes fonctions dans plusieurs cas. Donc dans le premier cas nous avons notre image, voilà, normalement, et là qu'est-ce qui se passe en fait? Là on essaye d'arriver à ce résultat en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on veut appliquer un filtre à notre image et avoir ce résultat qui est plus ou moins différent de la première photo. Donc pourquoi on le fait? Donc on le fait à cause par exemple du bruit. Voilà, on appelle ça le bruitage d'image. Ça veut dire que vous pouvez prendre vous pouvez capturer une image et ce qui est à l'intérieur, vous voulez par exemple corriger les couleurs, vous voulez par exemple corriger la texture, peut-être l'appareil n'a pas bien pris pixeliser l'image, etc., etc. Donc l'application des filtres peut être due à plusieurs problèmes. Donc là pour appliquer un filtre, on utilise une sorte de fonction mathématique, ok. Donc là on peut décider de dire pour nos différentes couleurs RGB, on va faire un x-50, donc on va soustraire 50 à chaque différente couleur pour avoir cette couleur finale. Donc si on applique à notre filtre, par exemple nous avons notre photo et nos couleurs de base qui sont qui entrent dans la fonction, et la fonction va travailler sur la photo, et pour chaque pixel, comme nous avons vu, chaque carreau d'image, il y aura x-50 comme nous l'avons dit précédemment, et ensuite nous allons avoir le résultat que nous avons. Donc c'est un peu comme ça que marchent les filtres que vous avez l'habitude d'utiliser. Ok, donc là en ce qui concerne les filtres, le traitement d'image, nous avons quelques algorithmes basiques. Par exemple, ça c'est un algorithme le plus basique et le plus facile à implémenter d'ailleurs. J'espère qu'on pourra le faire. Donc il s'agit tout simplement de l'algorithme du voisinage. Ok, l'algorithme du voisinage, imaginez-vous lorsque vous ouvrez par exemple Photoshop et que vous voulez, n'est-ce pas, disons par exemple peindre une certaine zone de notre image en une certaine couleur, par exemple prenons du rouge. Ok, lorsque vous prenez l'outil de peinture et que vous êtes en train de peindre, vous avez l'impression en fait que la couleur se répand pas seulement où vous êtes, mais sur un ensemble de contours où votre souris est placée. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous touchez un pixel, l'algorithme va essayer d'identifier les 8 pixels qui entourent le pixel que vous avez touché et appliquer le même filtre. Donc et ça peut être comme ça pour les 16 pixels qui l'entourent, pour les 32, pour les 64, etc. en fonction du zoom et de l'outil que vous utilisez. Donc c'est un peu un algorithme basique qu'on appelle le voisinage et qui est très simple, qui est tout simplement très facile à implémenter, et ça nous permet de comprendre véritablement les filtres. Voilà, donc pour faire cela, on utilise des fonctions très faciles. On ne va pas expliquer mathématiquement ce que ces fonctions font, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est expliquer juste, n'est-ce pas, voilà, comme ça on va juste expliquer. Désolé. D'accord, donc ce que je vais faire là, c'est join. Ok, donc là vous avez par exemple votre fonction f fois g de x égale à une certaine somme. Ok, donc égale à une certaine somme a plus l'infini et u en moins l'infini. Donc là vous avez plus l'infini aussi, et sur v en moins l'infini, alors de moins l'infini à plus l'infini de f de x, y. G de e moins x. Voilà.
si on s'en tient juste à cette formule, vous verrez que là, mathématiquement, en computerisation ou bien en reconnaissance faciale ou en intelligence artificielle que nous allons faire plus tard, on appelle ceci une convolution. Une convolution, voilà. Et ceci, c'est, je dirais que ceci c'est notre image. Ok, ceci c'est notre image. Ok, désolé. Ceci c'est notre image. Donc là on a notre image GDX. Ou si vous ne voulez pas l'appeler image, vous pouvez l'appeler tout simplement chaque pixel de notre image. Et là nous avons une certaine fonction qui sera appliquée. Ok, et cette fonction là, c'est par exemple le x-50 que nous avons dit tout à l'heure. Donc essayer de soustraire à chaque pixel ce x-50, à chaque pixel de notre image c'est x-50, et c'est ce qui va se répéter dans cette formule-ci. Voilà, c'est ce qui va être dans cette formule-ci. Donc essayez d'appliquer pour chaque pixel cette fonction que nous essayons d'appliquer à l'image entière. Donc appliquer à chaque pixel la fonction que nous voulons appliquer à l'image entière. Donc tout simplement les filtres comme nous voyons, c'est de dire ok, voilà, share screen. Ok, c'est de dire, n'est-ce pas, on utilise par exemple une image XY, donc avec ces coordonnées XY, voilà, pour localiser chaque pixel. Et en fait, utiliser une fonction F, et cette fonction F, c'est le filtre en fait, et qui va s'appliquer à chaque pixel de notre image. Et nous avons la somme, donc pour U et pour V, donc vous pouvez considérer ça comme X et Y, donc essayez d'appliquer tout cela. Donc, et voilà. Si par exemple nous essayons de considérer le cas précédent tout simplement qui disait transformer notre image en matrice, voilà, ça fait que nous avons par exemple une matrice, ça c'est un exemple, une matrice par exemple de 3 x 3, ok, 51, peu importe, une matrice 3 x 3, et appliquer un pixel, appliquer un filtre revient à faire une convolution, c'est-à-dire par exemple faire un calcul 51 x 1, 21 x 1, etc. Et ensuite diviser par exemple en 9 pour obtenir un certain résultat spécifique. Donc si nous avons par exemple notre image comme ceci, image originale, ensuite nous avons notre noyau, nous essayons d'appliquer un filtre, et ensuite nous avons une image finale qui sera différente de l'image originale, mais avec laquelle le filtre aura été appliqué. Donc vous pouvez voir cela dans la même mesure qu'on parle d'algorithme de compression d'image ou de fichiers. Donc ça veut dire si vous voulez par exemple compresser une image, ce qu'on va faire en fait, c'est chercher un algorithme qui nous permette de réduire par exemple 10 pixels en 1 pixel pour toute l'image entière et compresser l'image. Bon, bien évidemment, ces filtres ont parfois des conséquences sur notre image. Par exemple, si nous prenons la compression d'image, ça va faire en sorte que l'image ne soit plus tout à fait originale. Donc vous pouvez déjà sous-entendre cela. Donc si vous avez par exemple une image originale, regardez, vous avez l'image X Pro 2 qui est différente de cette image, Toaster, Brennan, Ingwell, etc. Donc ça c'est par exemple un ensemble de filtres que vous pouvez qui sont tout à fait disposés dans des logiciels de traitement ou d'édition d'images. Voilà, donc dans cette formation, ce que nous allons faire déjà, c'est comprendre des piles, donc piles que nous allons utiliser très souvent, et NumPy. Donc là, c'est le deuxième épisode consiste tout simplement à vous raconter la petite histoire, la petite anecdote
derrière tout ce qui est computerisation d'une image, quelles sont vraiment les bases, comment est-ce que une image devient computerisée sur PC. Voilà. Donc, et pour faire cela, nous allons utiliser des bibliothèques pour programmer cela, des bibliothèques Python qui, par exemple, Pile. Voilà, Pile on va prendre une image à laquelle, par exemple, vous pouvez voir la image open. Nous allons choisir une image, par exemple, convertir cela en bits. Ensuite, pouvoir vérifier certains trucs, etc. Nous pouvons créer, donc pour vous dire que nous pouvons créer une image sans passer par une capture, nous pouvons créer une image à travers un programme, à l'aide d'un programme. Voilà, autant pour moi. Nous pouvons la modifier, par exemple, nous pouvons la transformer en noir sur blanc, etc., etc. Donc, autant de choses que nous pourrons faire avec Pile. Et ensuite, la deuxième bibliothèque, c'est tout simplement NumPy, qui sera aussi très utilisé lorsqu'on va faire un peu de l'IA. Mais déjà, nous pouvons l'utiliser parce que quand il s'agit déjà de matrices, etc., de l'algèbre en général, NumPy sera notre meilleur outil de travail. Donc, ok. NumPy va nous aider à faire par exemple des multiplications de matrices, des transposés, des multiplications convolutionnaires, ok, des tensors, etc. Donc des matrices à plusieurs dimensions, des carrés, triple dimension, n dimensions. Donc NumPy va nous aider en ce sens-là. Donc si nous revenons à l'image de départ, donc je peux conclure en disant que si vous avez réellement compris l'objectif de cette vidéo, cela veut dire que vous avez compris pourquoi certaines civilisations essayaient déjà de... Certaines civilisations, anciennes civilisations, essayaient déjà de peindre une image en utilisant des cailloux rassemblés. Donc tout simplement vous dire que cette technologie, c'est pas une technologie que nous avons créée, elle ne date pas d'hier, elle date pas d'aujourd'hui, elle date d'hier, depuis, voilà. C'est une technologie qui est utilisée depuis par les anciennes civilisations, même si eux, ils ne savaient pas pourquoi ils l'utilisaient. Donc c'est en fait sur cela que dans l'informatique moderne, on s'est basé sur cela pour pouvoir faire le print des premiers écrans, voilà, des premiers jeux vidéo, des premières images PC, etc. Et on va finir tout simplement cette vidéo en passant un grand hommage à Fox Talbot, le créateur de l'image moderne. Donc je vous dis à la prochaine vidéo sur l'épisode 3 où nous allons continuer avec la computerisation d'images.